Très bien. Bonsoir à toutes et tous. J'ai le très grand plaisir de vous accueillir au nom de la Société vaudoise des sciences naturelles pour cette conférence. Euh, Avant de débuter, bon, c'est bon, tout le monde, je crois, a désormais son micro qui est éteint. Je vous invite à le garder éteint et puis les caméras, vous faites un petit peu comme vous voulez pour la conférence. On va garder les questions, si possible, pour la fin de la conférence. Et puis à ce moment-là, eh bien, je vous invite du coup à rebrancher la caméra, le micro pour le temps de votre question afin d'avoir comme ça une interaction un peu plus humaine avec notre conférencier de ce soir. Cette conférence va être enregistrée et puis vous pourrez la retrouver online dans quelques jours, certainement sur notre page YouTube. Dans cette conférence pour ce soir, nous allons parler de pesticides, pesticides de synthèse et leur impact sur l'environnement, la biodiversité et également la santé humaine. Pour cela, eh bien, nous avons le conférencier idéal, le professeur Edward Mitchell, qui est professeur à l'Université de Neuchâtel depuis 2009. Et il mène ses recherches principalement sur l'écologie du sol, avec un intérêt particulier pour les interactions au sein de la biodiversité et un intérêt aussi pour l'impact des changements environnementaux sur ces écosystèmes qui sont très complexes. C'est une conférence qui aurait dû normalement être programmée en 2020, mais voilà, pour les raisons sanitaires, eh bien, on a dû la déplacer à 2021, ce qui voilà, est aussi une très bonne chose. Donc, sur ces quelques mots, eh bien, c'est avec un très grand plaisir que je cède la parole au conférencier Edward Mitchell pour sa conférence intitulée Les pesticides de synthèse, un mal nécessaire ou une erreur de parcours. Mitchell. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait bien plaisir de présenter, même virtuellement, à cette société. Je suis très attaché à ces sociétés locales. Je fais partie moi-même de la Société neuchâteloise de sciences naturelles. La seule chose qui me désole un peu, c'est de devoir vous parler de pesticides. Je préférerais vous parler de mes chers amis, mais je ne suis pas sûr que j'attirerai autant de monde. Donc, ma foi, il faut faire avec ce qu'on a. Donc voilà, mais effectivement, le sujet est d'actualité. Et puis, comme ma présentation est assez longue, je vais directement commencer par le vif du sujet. Alors, là, tac. Voilà. Donc, le titre, vous l'avez entendu, donc je peux directement commencer ma présentation. Alors, voilà. D'abord, définissons quelques termes. De quoi parlons-nous? Parce que si vous suivez un peu la campagne, vous aurez sans doute vu qu'il y a quelques controverses sur les termes utilisés. Qu'est-ce qu'on entend par pesticide de synthèse? Par pesticide de synthèse, on entend une molécule artificielle, donc créée par l'homme. Elle est bien sûr produite en laboratoire, mais ce n'est pas ça qui est déterminant. Elle est toxique, elle n'existe donc pas à l'état naturel. Elle est créée dans le but de tuer, d'où le nom CID, des organismes a priori nuisibles. Mais on verra que ce n'est pas forcément que ça qui est atteint. Il y a en Suisse à peu près 300 principes actifs de ces pesticides qui sont utilisés. Dans le monde, il y en a un peu plus. Donc, un des exemples, c'est le glyphosate. Mais ces principes actifs ne sont jamais ou très, très rarement utilisés seuls. Ils sont mélangés à d'autres molécules qu'on appelle des adjuvants qui donnent, en fait, dans la formulation, augmentent par exemple l'efficacité, par exemple la solubilité dans l'eau ou la capacité d'absorption par les organismes cibles. Et donc, le principe actif plus les adjuvants, ça fait ce qu'on appelle une formulation commerciale. Donc, un exemple pour le glyphosate, la formulation commerciale la mieux connue, c'est bien sûr le Roundup. Et puis, toutes ces molécules peuvent se dégrader dans l'environnement et ça donne des molécules qu'on appelle des métabolites, donc ce qu'on appelle aussi des produits de dégradation. Donc voilà, tous ces termes vont revenir durant ma présentation. Alors, c'est un sujet d'actualité, mais c'est aussi un sujet qui est d'actualité depuis malheureusement plus d'un demi-siècle, notamment depuis le très célèbre livre de Rachel Carson, Silent Spring, qui a été publié en 1962 et qui a eu un impact considérable, provoqué des changements sociétaux, mais comme on le voit aujourd'hui, les problèmes demeurent et surtout les débats continuent.
Peut-être aussi, pour cadrer un tout petit peu ma pensée, je me soucie bien sûr de l'état de notre planète, je me soucie de la durabilité de notre existence ici et de nos actions. J'étudie aussi un peu la paléoécologie, donc quand on étudie l'échelle de temps de siècles et de millénaires, eh bien, on a peut-être une autre lecture de nos activités actuelles et surtout de ce qui se passe depuis quelques décennies. Et en fait, un constat très simple, c'est que 95% de notre nourriture dépend de sols fertiles et nos sols, actuellement, on ne les gère absolument pas de manière durable. Donc, en fait, il en va tout simplement de la survie de notre propre espèce. Et peut-être qu'une manière de comprendre ce dont on parle, c'est de réfléchir en fait à l'histoire de l'agriculture. Vous avez ici un site que l'on pense être un des premiers sites agricoles au monde, des régions qui ont été très fertiles il y a plus de 6000 ans, enfin plus de 5-6 000 ans. Si vous y allez aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est un désert. Alors, bien sûr, les climats ont changé, en partie peut-être par notre faute, en partie pas. Il y a aussi des erreurs qui ont été faites, notamment l'irrigation qui a rendu ces sols infertiles à cause de l'accumulation de sel. Donc, les personnes de cette époque, évidemment, n'avaient pas conscience de ce genre de problème. Ils ont appris à leurs dépens. Mais donc, ça, c'est juste pour illustrer voilà, que la gestion à long terme de sols et de la fertilité des sols est quelque chose qui est finalement très rare dans l'histoire de l'humanité. Il y a très peu de civilisations qui ont réussi à le faire sur le très long terme. Un des exemples, c'est l'Égypte, mais ce n'est pas forcément parce qu'ils faisaient juste, c'est juste parce qu'ils avaient la crue du Nil chaque année qui arrivait et qui leur donnait tellement de limons fertiles que même s'ils faisaient toutes les bêtises du monde, ils gardaient la fertilité de leur sol. Voilà, une autre chose qui est tout à fait claire, c'est que la biodiversité est en fort déclin. On a quelques chiffres ici, 45% d'espèces d'oiseaux menacées dans les zones agricoles, une baisse de 50% des oiseaux de la liste rouge en 20 ans, 75% de biomasse en moins dans les insectes en 27 ans dans les zones protégées d'Allemagne. C'est des chiffres qui font vraiment froid dans le dos. Moi, quand j'ai commencé mes études à la fin des années 80, début de 90, on pensait quand même qu'on avait pas mal touché le fond, on pensait qu'on allait difficilement dégrader plus nos régions en Europe centrale, et de constater qu'en une génération, on a encore perdu 3/4 de la biomasse des insectes, je trouve ça proprement atterrant. Et cette diversité, elle est particulièrement menacée dans les zones agricoles, comme le montre ce graphique ici sur les oiseaux. Les insectivores des milieux agricoles déclinent très fortement, ont décliné plus de 55% de nouveau en une bonne génération. Donc, en fait, on est actuellement en train de vivre une extinction majeure. La précédente, c'était la disparition des dinosaures. Il semblerait que le taux d'extinction des espèces actuelles soit même nettement supérieur à ceux des extinctions passées. Donc, non seulement on a provoqué, c'est bien sûr les activités humaines qui en sont responsables, et non seulement on est responsable d'une extinction majeure, mais il semblerait qu'elle soit particulièrement efficace, si on peut dire. Donc, il n'y a pas vraiment de quoi être fier. Alors, les causes de ce déclin sont bien sûr multiples. On peut parler de causes, de problèmes multifactoriels. Il y a bien sûr la destruction des habitats. Quand vous n'avez plus d'habitat, vous n'avez pas d'organismes qui peuvent vivre. Il y a la pollution, principalement les pesticides de synthèse. Il y a les introductions d'espèces. Mais tu veux dire quoi? Alors, je pense que les questions, on les garde pour la fin, mais s'il y en a une là, rapidement de compréhension, je peux la prendre. Je n'ai pas bien compris la question. Je crois que c'est une erreur de manipulation. Vous pouvez continuer. Je continue. Donc, voilà, des espèces pathogènes, des espèces, particulièrement sur les îles, des dégâts monstrueux ont été faits par simplement l'introduction de rats, de chats, ce genre de choses. Et bien sûr, le réchauffement climatique. Donc, au singulier, ça suffit déjà. Bref, ces quatre causes sont tout à fait documentées, mais maintenant, si on réfléchit à contre lesquelles est-ce qu'on peut vraiment agir, eh bien sûr qu'on peut agir et on devrait agir sur toutes. Mais bien sûr qu'il y en a qui sont beaucoup plus difficiles. Par exemple, 90% des prairies maigres et des tourbières de Suisse ont été détruites. On va avoir de la peine à les reconstruire ou à les restaurer. Le réchauffement climatique, bien, on y travaille. On va voter le même jour que les initiatives sur les pesticides, aussi sur la loi CO2. Mais bien sûr, vous savez très bien qu'il y a une énorme inertie climatique. Donc là aussi, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir résoudre ce problème. Par contre, les pesticides de synthèse, c'est quelque chose sur lequel on peut agir rapidement. Voilà, maintenant par rapport à l'agriculture, un des défis qu'on a, c'est que c'est la monoculture, le fait de cultiver sur une surface donnée uniquement une espèce.
Ça, dans la nature, ça n'existe pas ou quasiment pas. C'est un terrain idéal pour les pathogènes, pour les ravageurs. Le principe de killing the winner, s'il y a s'il y a une espèce qui domine, eh bien, elle sera la cible privilégiée des parasites et des ravageurs. Et donc, dans les écosystèmes naturels, on a une biodiversité élevée, on a des fluctuations de ci, de là, mais globalement, on a une stabilité. C'est ça qui est, cette diversité est garante de stabilité. Et donc, le défi pour les agroécosystèmes, c'est de minimiser le risque dû à ces ravageurs, et on peut le faire de plusieurs manières. Par exemple, de protéger des monocultures strictes avec des pesticides. Ça, c'est clairement la philosophie dominante du moment. Mais bien sûr qu'il y a d'autres méthodes, et une méthode qui a déjà été inventée ou qui a déjà été comprise à l'Antiquité. Les agriculteurs ont très rapidement compris que si on mettait année après année, plantait année après année la même culture sur un sol, eh bien, on avait vraiment d'énormes problèmes de ravageurs, alors que si on alternait les cultures, eh bien, un ravageur d'une première culture n'était pas un ravageur de la deuxième, et ainsi de suite. Et donc, on voit ici sur ce graphique que plus la rotation est longue, c'est-à-dire si on fait une alternance de 2 cultures, vous êtes sur la première courbe ici, et puis ensuite ça continue de monter parce qu'en fait, le ravageur de la première n'a pas vraiment le temps de diminuer suffisamment la deuxième année pour qu'il y en ait vraiment plus assez la troisième, et donc le problème a tendance à monter. Donc en fait, si on alterne non pas sur 2, mais sur par exemple 7 cultures, une rotation, ce qu'on appelle longue, eh bien on a beaucoup plus, cet effet de diminution des ravageurs sera beaucoup plus marqué. Donc voilà, c'est un des moyens d'éviter, disons, d'utiliser des pesticides. Il y a d'autres méthodes, c'est-à-dire l'aquaculture, la permaculture, l'agroforesterie, il y a toutes sortes de méthodes qui sont utilisées. Je ne suis pas agronome, donc je ne vais pas m'étendre non plus beaucoup sur cette question. Donc voilà, l'histoire des pesticides maintenant, eh bien, comme la question de la rotation des cultures, eh bien, presque les premiers finalement cultivateurs se sont rendus compte qu'ils avaient des problèmes de ravageurs et ils ont cherché des solutions. Donc on avait déjà chez les Sumériens, dès quasiment le début de l'agriculture, des insecticides à base de soufre. On s'est rendu compte que c'était nuisible contre les insectes et que ça protégeait les cultures. Ensuite, les Romains, les différentes périodes, on voit apparaître différents pesticides, certains qui font froid dans le dos, de l'arsenic, du mercure, du plomb. Bien sûr qu'aujourd'hui on ne mettrait plus ces choses, mais ça a effectivement été utilisé, l'arsenic encore très récemment. Ensuite, on s'est rendu compte que la nicotine était évidemment un insecticide naturel et que si on mettait ça avec des sulfates, c'était encore plus efficace. La bouillie bordelaise a été inventée, donc le sulfate de cuivre, au 19e siècle. Mais jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'était essentiellement des substances inorganiques, souvent des sous-produits de procédés industriels qui étaient utilisés. Et puis ensuite, donc on a constaté un certain nombre de problèmes avec des pesticides à base d'arsenic dans les débuts de la première moitié du XXe siècle. On s'est rendu compte que donc, ceci n'était pas souhaitable. Et puis sont apparus donc, ces fameux pesticides de synthèse qui semblaient au début meilleurs, plus efficaces, plus sûrs. Donc c'était le progrès, évidemment, la grande vague du progrès, tout ce qu'on peut inventer. Puis assez rapidement, on s'est quand même rendu compte que ces pesticides de synthèse posaient des problèmes. C'était notamment l'ère du DDT et puis le fameux livre de Rachel Carson, Silent Spring. Mais l'invention des pesticides a continué dans les années 70, 80, 90. On voit apparaître de nouvelles familles de pesticides. Alors, les grandes catégories, les voici, les organochlorés, les organophosphorés, les pyrétrinoïdes, les néonicotinoïdes. C'est souvent des noms quasiment imprononçables. Et je vais vous passer en revue, non pas tous les pesticides, parce qu'on y serait pour une semaine, puis de toute façon, ce n'est pas ma compétence réelle, mais quelques-uns qui sont assez emblématiques. Donc d'abord, la première catégorie, c'est cette catégorie donc, des organochlorés, et le pesticide phare dans cette catégorie, c'est le DDT, mais il y a aussi un deuxième dont on entend beaucoup parler depuis quelque temps, c'est le chlorothalonil. Il est donc le cousin du DDT, il fait partie de la même famille. Donc, je ne vais pas vous faire la lecture de tous les effets négatifs de ces pesticides, mais c'est bien sûr des molécules hautement toxiques qui ont notamment des impacts sur le système nerveux des animaux, donc en priorité des insectes, mais aussi des mammifères. C'est également des perturbateurs endocriniens, ils sont aussi responsables de cancer. Donc, le terme de perturbateur endocrinien, je reviendrai là-dessus pour vous expliquer un peu plus de quoi il s'agit, mais c'est vraiment un aspect très important des pesticides, puisqu'en fait, plus de la moitié apparemment des pesticides de synthèse ont un effet avéré de perturbateur endocrinien. Donc, le plus emblématique, c'est
le DDT qui a été en fait inventé déjà à la fin du 19e siècle, mais ignoré. Voilà, pendant presque un demi-siècle, il a été ignoré. Puis commercialisé à partir de 1940 et très rapidement utilisé, notamment contre les ravageurs et contre les vecteurs de maladies comme le typhus et le paludisme. Donc tout ceci était bien sûr vu comme étant très très positif. Puis ensuite utilisé en agriculture avec un impact massif sur les insectes bien sûr cibles, mais aussi sur les insectes non cibles. Et puis toute la chaîne alimentaire, en particulier les oiseaux de proie, ça a provoqué vraiment une chute massive du nombre d'oiseaux de proie, notamment de faucons pèlerins. Donc voilà, et en fait le problème c'est qu'on s'est rendu compte déjà à l'époque que les ravageurs ciblés devenaient assez rapidement résistants. Ça c'est normal puisque leur nombre est très grand et leurs générations sont très courtes, donc ils ont tout en main pour s'adapter rapidement. Par contre, les prédateurs qui ont des cycles de vie plus longs, qui ont des populations plus faibles, eh bien eux n'arrivaient pas à s'adapter. Et donc en fait on se retrouve dans la situation paradoxale où on utilise un produit chimique pour lutter contre des ravageurs, mais en fait on tue plus facilement les auxiliaires, donc les prédateurs de ces ravageurs, que les ravageurs eux-mêmes. Et donc on devient dépendant finalement de l'utilisation de ces pesticides. Donc voilà, les problèmes avec cette catégorie de pesticides, c'est qu'ils sont bien sûr très rémanents, ils persistent très longtemps dans l'environnement. On trouve encore du DDT dans les sols agricoles suisses et ils s'accumulent dans les chaînes alimentaires, c'est-à-dire que plus vous montez dans la chaîne alimentaire, plus vous allez avoir des concentrations élevées de ce DDT, d'où le problème pour les oiseaux de proie. Et donc, il s'accumule également dans les graisses. Donc voilà, par exemple, on trouve également dans le lait maternel. Donc, évidemment, ça ne va pas faire du bien aux jeunes enfants. La demi-vie dans les sols peut être de quelques dizaines de jours à plusieurs dizaines d'années. Ça dépend probablement du type de sol. Bien sûr qu'il y a une grande diversité de types de sols qui ont une influence sur la vitesse de dégradation de ces pesticides. Ils sont interdits maintenant depuis une vingtaine d'années, mais ils sont encore utilisés dans quelques pays comme l'Inde, la Corée du Nord, etc. Donc voilà, le fameux livre de Rachel Carson de 1962 qui a révélé le problème du DDT et le public américain a pris conscience en fait de ce problème. Ça a bien sûr fait des grands débats de société. Elle a été attaquée, elle a été traitée de folle et de sorcière à peu près par l'industrie chimique. Elle est morte d'ailleurs assez rapidement après, mais d'un cancer. Et puis, ça a quand même provoqué un débat politique, ça a provoqué le début d'un mouvement environnemental, et puis des interdictions et également la création de l'Agence nationale américaine de protection de l'environnement, la fameuse EPA. Donc, vraiment pas mal d'impact. Voilà, le prochain sur la liste, c'est le fameux chlorothalonil, qui a été déclaré comme cancérogène humain probable. Et bien sûr que ça fait un grand débat parce que les producteurs refusent cette interprétation. Et on s'est rendu compte également que certains produits de dégradation, donc ces fameux métabolites, étaient pertinents, c'est-à-dire qu'ils avaient eux aussi un impact sur la santé, certains même apparemment plus toxiques que le produit mère lui-même. Et ça, c'est un des problèmes, je reviendrai également sur cette question-là, c'est que ce n'est pas parce qu'un produit se dégrade que forcément que les produits de dégradation sont moins toxiques. Ils peuvent en fait être plus toxiques ou plus toxiques pour certaines catégories d'organismes. Donc ce pesticide, c'est donc un fongicide, donc utilisé pour lutter contre des maladies de pourriture des cultures, et donc massivement utilisé sur certaines cultures, sur le plateau suisse notamment, et en fait on en trouve dans les eaux souterraines. C'est un produit qui se dégrade trop lentement, et donc en percolant à travers le sol, il atteint les eaux souterraines, les nappes phréatiques, et donc ça pose des problèmes de qualité de l'eau potable. Et en Suisse, en fait, on a 1 million de personnes, d'habitants du plateau suisse, évidemment, des zones de grande culture, qui seraient exposées à dont l'eau serait contaminée donc, par ce pesticide. Alors, ça pose d'énormes problèmes aux gestionnaires de l'eau potable. Comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils investissent dans des machines pour dépolluer? Est-ce qu'ils ferment certains puits où ils mélangent avec un autre puits pour qu'on soit en dessous des normes? C'est des problèmes insolubles qui sont posés par ces produits. Voilà, la prochaine catégorie, donc les organochlorés posant autant de problèmes, on a inventé la prochaine catégorie qui sont les organophosphorés. Alors, il semblerait qu'ils se dégradent plus vite, donc c'était positif.
Et donc, on a commencé à les utiliser vraiment beaucoup, notamment après les débuts d'interdiction des organochlorés dans les années 70. Mais bien sûr, on s'est rendu compte qu'ils avaient des impacts majeurs sur la santé, beaucoup de causes d'intoxication. C'était aussi malheureusement un produit qui était très utilisé pour les suicides dans les zones agricoles. Et puis, c'est également en fait des armes chimiques. Donc voilà, vous êtes dans des catégories de produits toxiques utilisés sur nos champs, mais qui sont également utilisés pour faire la guerre. Le glyphosate est un organophosphoré, découvert il y a un peu plus de 50 ans maintenant, en 1970. Et puis, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le glyphosate, vous connaissez le glyphosate comme un herbicide, mais en fait, il est à la base homologué comme antibiotique. Donc, il a un impact non seulement sur les plantes, mais également sur les bactéries, et y compris sur les bactéries de nos symbiontes, c'est-à-dire les bactéries de notre tube digestif, qui sont extrêmement importantes pour notre santé. Donc voilà, c'est un herbicide, ce qu'on appelle systémique, qui est absorbé par la plante et donc qui va affecter la plante par absorption, qui a un large spectre, c'est-à-dire que beaucoup de plantes sont affectées. Et il est aussi utilisé comme déshydratant pour les cultures, alors pas en Suisse, mais dans d'autres pays, pour assécher, pour dessécher du blé, pour que le blé sèche plus vite et puisse être récolté de façon optimale. Donc, on a quand même aussi des problèmes de résistance chez les mauvaises herbes. Donc, il faut augmenter le taux d'application de cet herbicide. Et puis, donc, il y a à peu près 5 ans, le Centre international de recherche sur le cancer a donc classé le glyphosate comme cancérigène probable aussi. Et donc, bien sûr, ça a posé des débats, ça a fait d'énormes débats politiques avec des tentatives d'interdiction et qui ont le plus souvent échoué. Les intérêts économiques sont bien sûr énormes. On a des procès en cours, certains qui sont terminés pour des dizaines de millions de francs pour des victimes de ces cancers. Le problème du glyphosate a aussi été révélé en 2017 par le fameux scandale des Monsanto Papers et qui a été bien expliqué dans une publication qui date de 2018. Où on se rend compte qu'il y a des connivences entre les agences de protection de l'environnement et puis l'industrie, qu'il y a toutes sortes de fausses vérités qui sont répandues par l'industrie, des personnes à surveiller, des écritures fantômes, des articles scientifiques qui sont écrits, signés soi-disant par des scientifiques, mais qui ont en fait été écrits par l'industrie. Bref, toutes sortes de pratiques totalement indéfendables qui ont été révélées par ces Monsanto Papers. De nouveau, des sommes colossales en jeu qui finalement expliquent ce genre de phénomène. Voilà, donc quelques autres herbicides dont on entend souvent parler, le 2,4-D, qui est un des ingrédients de l'agent orange, qui est commercialisé depuis 1945, utilisé dans beaucoup de produits commerciaux, voilà, avec des risques de fertilité, de cancérigènes, etc. Bref. Prochaine catégorie, là, ça commence à devenir assez intéressant parce que là, c'est une catégorie d'insecticides qui s'inspire en fait d'une molécule naturelle. C'est la pyrètre, qui est en fait une molécule, un pesticide, un insecticide qui avait déjà été découvert dans l'Antiquité, qui est simplement extrait d'une plante qui ressemble un peu à une marguerite, la pyrètre que vous avez illustrée là. Et donc, en fait, c'est de nouveau un produit qui est neurotoxique, qui va agir sur les insectes. Alors, ce produit naturel, il est déjà toxique. On a même donc, des risques réels. Mais en fait, surtout, cette molécule naturelle a inspiré les chimistes pour créer des molécules dérivées, bien sûr, plus toxiques. C'est ce qu'on appelle donc les pyrétrinoïdes, qui sont donc analogues aux pyrètres. Et donc, c'est des pesticides que vous retrouvez souvent dans des formulations, sauf erreur, si vous prenez l'avion de nouveau une fois dans les zones tropicales et qu'on vous spraye en arrivant dans l'avion, c'est un spray qui contient des pyrétrinoïdes. Donc, ce n'est pas forcément très sympathique. Voilà, dans les années 70-80, d'autres herbicides, insecticides et fongicides, donc avec des noms tous plus intéressants les uns que les autres. Je ne vais pas vous faire la liste. Je vais m'intéresser plutôt à ce qui s'est passé dans les années 90 et notamment cette fameuse famille d'insecticides que sont les néonicotinoïdes.
sur laquelle et je continue de travailler un petit peu. Donc, c'est donc des pesticides systémiques, c'est-à-dire que les plantes vont absorber ces pesticides souvent par enrobage racinaire de la graine. Donc, on enrobe les graines avec du pesticide. Quand la graine germe, elle va prendre le pesticide et donc l'ensemble de la graine, de l'ensemble de la plante, de la racine jusqu'à la fleur et la graine seront donc contaminées avec ce pesticide. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plante, en prenant ce pesticide, elle n'en prend que 2 à 20% au maximum. L'essentiel reste dans le sol, d'où il peut être transporté dans les pentes, ou bien par le vent, ou bien arriver dans les nappes phréatiques. Donc voilà, c'est un des pesticides qui ont été extrêmement utilisés, aussi dans l'agriculture, également dans la gestion des bâtiments, notamment pour protéger les bâtiments des termites, sur les animaux domestiques, enfin bref, une molécule miracle. Et puis, on pensait qu'ils étaient surtout toxiques pour les invertébrés, sur les insectes, mais qu'ils n'étaient pas toxiques pour les vertébrés. Mais en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément vrai, notamment que les métabolites pouvaient être, eux, plus toxiques pour les vertébrés que pour les invertébrés. Donc la toxicité est extrême. On a en fait toute une gamme de toxicité chez les néonicotinoïdes. Certains sont 2-3 fois plus toxiques que le DDT, c'est-à-dire déjà très toxiques, mais d'autres sont jusqu'à plus de 10 000 fois plus toxiques que le DDT, ce qui dépasse tout entendement, parce que le DDT, c'est déjà une sainte horreur, et là, vous avez 10 000 fois plus. Donc, c'est des insecticides à large spectre, ils ne sont pas du tout spécifiques, neurotoxiques comme beaucoup d'autres, voilà. Donc, vous avez une demi-vie qui peut être longue, de nouveau, jusqu'à plusieurs décennies, donc on peut avoir des accumulations dans le sol. Les graphiques ici vous montrent l'augmentation de l'utilisation de ces néonicotinoïdes, c'était à partir du début des années 90 de leur invention jusqu'à à nos jours, c'est les insecticides les plus utilisés. Vous voyez sur la ligne noire, ici, c'est l'ensemble des insecticides. Et donc, en fait, c'est quasiment l'ensemble des insecticides qui sont utilisés de nos jours. Et en fait, assez rapidement, notamment les apiculteurs se sont rendus compte qu'on avait un problème de déclin massif des abeilles, mais aussi d'autres pollinisateurs. Et ils ont fait le lien entre l'introduction de ces néonicotinoïdes et le déclin de ces abeilles. Et en fait, on s'est également rendu compte, c'est vrai pour les néonicotinoïdes, mais finalement c'est vrai pour tous les pesticides, qu'il y avait de nombreux effets sublétaux, c'est-à-dire des concentrations qui ne tuent pas l'abeille ou un autre organisme, vont l'affaiblir, c'est-à-dire provoquer des troubles cognitifs. Par exemple, l'abeille va quitter la ruche et va perdre son chemin, ne va pas revenir à la ruche. Donc pour la ruche, s'il y a beaucoup d'abeilles qui se perdent en route, la ruche va mourir. On peut avoir des dépressions du système immunitaire, reproductif, etc. Et en fait, le petit graphique ici vous montre l'augmentation du nombre de publications sur les effets des pesticides, des néonicotinoïdes. Et on voit qu'au début, il n'y avait que quelques publications. Donc, les pesticides ont été homologués sur la base de quelques études faites par l'industrie. Puis, petit à petit, on s'est rendu compte que ça commençait vraiment à poser problème. Et donc, c'est devenu exponentiel le nombre d'études qui portaient sur ces pesticides. Rappelez-vous, on a 300 différents types de principes actifs en Suisse, peut-être 500 à l'échelle mondiale. Donc, c'est évident que l'effort de recherche n'est pas uniforme sur l'ensemble de ces pesticides de synthèse. Il y en a certains sur lesquels beaucoup plus d'attention est apportée. Et alors, ce déclin des insectes, notamment des pollinisateurs, c'est un problème, bien sûr, pour les apiculteurs, mais ces pollinisateurs, ils nous rendent un service majeur, c'est-à-dire ils pollinisent des cultures. Et là, vous avez ici un cas extrême en Chine, où des gens pollinisent manuellement des arbres fruitiers dans une région qui est la capitale mondiale de la poire. Alors, je ne sais pas dans combien de régions du monde on a ce genre de pratique, mais c'est évidemment insensé de devoir en arriver à polliniser à la main des arbres fruitiers. Alors, un petit calcul pour ceux qui aiment les maths, et moi j'ai dû honnêtement refaire ça 2-3 fois pour être sûr de mon coup, parce que quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit non, c'est juste pas possible. Donc, la cléotianidine, donc c'est le néonicotinoïde le plus toxique, il est donc plus de 10 000 fois plus toxique que le DDT. Pour ce genre de pesticides, on a un impact significatif sur la santé de l'abeille à une concentration de l'ordre de 0,1 nanogramme par gramme. Alors, si vous vous amusez à faire le calcul, vous allez voir que c'est l'équivalent d'une pièce de 5 centimes noyée dans 1,78 fois la masse de la Tour Eiffel, ou 10 km de train lycéenne, locomotive comprise. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Alors, vous dites,
une pièce de 5 centimes dans 10 km de train, c'est juste pas possible que ça ait un impact. C'est homéopathique, c'est ridicule, c'est trop faible. Et en fait, si vous faites le calcul, vous vous rendez compte qu'il y a 230 millions de molécules dans le cerveau d'une abeille. Parce que bien sûr, ces molécules sont très légères et il y en a beaucoup dans un gramme. Et donc, en fait, 230 millions de molécules hypertoxiques dans le cerveau d'une abeille, vous comprenez bien que pour un neurotoxique, c'est très probable effectivement que c'est un impact. Par exemple, ça va perturber l'abeille dans sa capacité d'orientation. Et en fait, pour l'abeille, ben voilà un petit peu la liste des effets possibles. Je remercie Alexandre Eby pour la dia que je lui ai piquée. Et donc, en fait, on a donc des effets négatifs sur le développement du cerveau, une perte de mémoire olfactive, ce qui est pour une abeille est bien sûr assez embêtant, une perte de capacité de s'orienter dans l'espace, des dérégulations du système respiratoire, des altérations des fonctions locomotrices, une perte de fécondité, une inhibition du développement des glandes produisant la gelée royale, bien sûr crucial pour le développement de la ruche, une diminution du comportement hygiénique, que l'abeille, quand elle se nettoie, c'est vraiment important pour sa santé, donc ça diminue également son système immunitaire, une augmentation de la mortalité des larves, une diminution de la durée de vie. Donc tous ces facteurs-là, ça ne tue pas directement l'abeille, mais ça va réduire la vitalité d'une ruche. Une diminution du capacité de vol, du nombre de vols, etc. Et ensuite, on a également ce qu'on appelle le fameux effet cocktail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste des néonicotinoïdes, mais il y a bien sûr beaucoup d'autres pesticides dans l'environnement. Et par exemple, on voit que le glyphosate a un effet négatif sur le microbiote, puisque, donc, comme je vous l'ai dit, le glyphosate est aussi un effet bactéricide. Et donc, quand les populations, les communautés de bactéries qui vivent dans le tube digestif d'un animal sont modifiées, eh bien, ça peut affaiblir sa santé, son système immunitaire, par exemple. Donc, vous voyez qu'il y a de multiples manières dont chaque pesticide peut influencer la santé d'un organisme vivant. Les abeilles, bien sûr, sont particulièrement étudiées. Alors, en dehors des écosystèmes terrestres, si on va un peu dans l'aquatique, eh bien, il y a une étude qui a fait pas mal de bruit il y a 2 ans, qui a montré en fait qu'au Japon, il y avait un poisson ici qui était vraiment une ressource locale, qui était pêchée abondamment depuis des siècles. Et en fait, on a vu un déclin majeur du nombre de poissons que les pêcheurs attrapaient. Et ça correspondait avec l'arrivée de ces fameux néonicotinoïdes sur le marché. Donc, on voit ici le déclin du zooplancton qui commence à décliner à partir du moment où les néonicotinoïdes sont mis sur le marché. Et donc, bien sûr que sans zooplancton, vous avez moins, la chaîne alimentaire dans son ensemble est affectée et donc vous avez une perte de production de poissons. Donc, ça influence également toutes sortes de domaines de l'activité économique d'un pays. Alors voilà, ces néonicotinoïdes, j'ai participé à une étude de compilation de connaissances sur ces néonicotinoïdes. En 2015, quand on a publié cette série d'articles, il y avait déjà plus de 1200 articles qui avaient été publiés sur l'impact de cette seule catégorie de pesticides sur les différents organismes. Et puis là, vous avez ces différentes colonnes représentent les différents groupes d'organismes, les micro-organismes, etc., les amphibiens, les reptiles, les poissons. Et vous avez différentes... ça synthétise, si vous voulez, un petit peu l'état des connaissances sur l'ampleur des problèmes. Et donc des problèmes à forte dose, des problèmes à faible dose, etc. Donc voilà, on a vraiment compilé toutes ces informations et on s'est dit, bon, bah, devant autant d'informations, ça devrait faire réfléchir nos autorités, mais visiblement, ça n'a pas complètement suffi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en faisant cette recherche, qu'il y avait vraiment une opacité de l'information sur les pesticides. C'était très difficile de savoir ou voire même impossible d'obtenir l'information dans les différents pays sur les quantités de pesticides utilisés. Même en Suisse, on avait ce même problème, on avait des données semi-quantitatives, mais sur lesquelles en fait on ne pouvait pas travailler. Or, pourquoi c'est important? Parce que quand on veut mettre en relation l'utilisation de pesticides avec, par exemple, des problèmes de santé publique, eh bien, il nous faut ces données. Si on n'a pas de données fiables, on ne peut pas établir des corrélations. Et donc, si on trouve par exemple une corrélation entre des régions où beaucoup d'un certain type de pesticide est utilisé et certaines maladies, ensuite on peut se dire, il y a probablement une relation causale, étudions ça un peu mieux, essayons de comprendre si oui ou non un mécanisme biochimique, physiologique nous permet d'expliquer pourquoi ces gens attrapent par exemple le cancer. Et donc, il nous fallait une vue d'ensemble. Et alors, en fait, on a eu l'opportunité de faire une étude qui nous a donné une vue d'ensemble à l'échelle globale, c'est-à-dire en utilisant les abeilles
comme échantillonneuse, si vous voulez, de la pollution de l'environnement. En 2013, on a, au Jardin botanique de Neuchâtel, organisé un événement, enfin plusieurs événements, une exposition en plein air sur les abeilles et les fleurs, et puis un colloque sur les abeilles et puis les pesticides. Et en fait, dans la foulée, on a demandé à des volontaires de nous ramener du miel du monde entier. Peut-être que certaines personnes qui nous écoutent ce soir ou qui m'écoutent ce soir ont ramené des pots de miel. Et donc, on a eu rapidement des centaines de pots de miel des quatre coins du monde, puisque nos amis et collègues semblent voyager effectivement beaucoup. Enfin, aujourd'hui, dans l'année écoulée, ça aurait été plus difficile de faire cette étude, bien sûr. Donc, on a sélectionné des différentes régions du monde des échantillons pour lesquels on arrivait à dire, d'après l'étiquette, oui, c'est vraiment une production locale de tel et tel endroit. Donc, on arrivait à mettre un point sur la carte. Et puis, on a analysé ça au service analytique de la plateforme chimique analytique de l'Université de Neuchâtel. On a analysé les 5 principaux néonicotinoïdes avec une sensibilité très élevée. Et le résultat était effarant. On a trouvé dans 75% des échantillons des traces de ces néonicotinoïdes, et dans 45%, on en a trouvé non pas un, mais au minimum 2. Et dans 48% des cas, en fait, on était au-dessus de cette fameuse limite de 0,1 nanogramme par gramme, qui est donc la concentration la plus faible pour laquelle on a une preuve expérimentale d'un effet négatif sur l'abeille. Et si vous regardez la carte, vous voyez qu'il y en a partout. Il y a des régions, bien sûr, où vous avez des points blancs, si on n'en a pas trouvé, mais une partie de ces points blancs, c'est des endroits où il n'y a quasiment pas d'agriculture, ou alors que les gens sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent même pas s'acheter des pesticides. Donc, en fait, si vous enlevez ce genre de points, il en reste vraiment très peu des endroits sur cette planète où on n'a pas ces pesticides de synthèse. Et s'il y a un biais, en plus, ce biais, il est plutôt du côté de la sélection d'échantillons avec moins de pesticides, puisque quand vous allez en voyage, dans un pays tropical, par exemple, vous n'allez pas forcément au milieu des champs de bananes, vous allez plutôt proche d'un parc national ou dans des coins comme ça, puis c'est là que vous achèterez votre pot de miel dans la boutique souvenir. Donc, en fait, si on a un biais, c'est plutôt vers une sous-estimation du problème. Et puis alors, une autre chose que j'ai réalisée en travaillant sur cet article, donc un peu la tristesse que j'ai, c'est que cet article qu'on a publié dans Science a eu un impact colossal. Et puis, je me suis dit, bon, ça sera impossible d'avoir un pareil impact avec les recherches qui me passionnent beaucoup plus que les pesticides. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, cette fameuse concentration de 0,1 nanogramme par gramme, eh bien, elle n'a été atteinte analytiquement qu'en 2016. C'est vraiment qu'en 2016 qu'on était capable d'analyser cette concentration. Ça veut dire 24 ans après avoir mis sur le marché ces pesticides, il a fallu plus d'une génération, ou disons une bonne génération, pour pouvoir mesurer ces pesticides à des concentrations qui sont pertinentes pour la santé de l'abeille. Donc ça vous donne aussi peut-être un sentiment de malaise, c'est-à-dire qu'on met des produits hautement toxiques sur le marché, puis on n'est même pas capable d'analyser leur concentration à des concentrations qui sont pertinentes pour un organisme aussi important, une espèce aussi importante que l'abeille domestique. Voilà, donc ça c'était pour les pesticides, les néonicotinoïdes et puis les abeilles. Puis maintenant, je vais vous parler un tout petit peu d'autres faits, disons, importants, notamment ces études récentes qui nous ont montré l'ampleur de la contamination des pesticides, de l'environnement par les pesticides. Donc, notamment, il y a eu plusieurs études de l'EAVAG qui ont montré qu'on a en moyenne 40 substances différentes par échantillon, que 78% des échantillons d'eau, donc c'était une analyse sur les petits cours d'eau du plateau suisse, donc les cours d'eau qui sont représentatifs finalement du paysage agricole suisse. Et bien, plus des 3/4 des échantillons ont des concentrations qui dépassent 1 microgramme par litre, qui est en fait la norme légale qui ne devrait pas être dépassée. Voilà, c'est un peu un chiffre qui est utilisé comme ça pour l'ensemble des pesticides. Et donc, on a des limites de l'ordonnance sur la protection des eaux qui est dépassée pour 31 substances, donc sur 300 analysées. Et donc, bien sûr, une contamination des organismes aquatiques. Donc, les pêcheurs nous disent, ouais, on trouve de moins en moins d'invertébrés dans nos cours d'eau, nos poissons se portent mal, etc. Bien sûr qu'on comprend peut-être un petit peu mieux pourquoi. Alors, j'aimerais quand même faire un petit coup de gueule ici, parce que nos opposants nous disent « Ah oui, mais dans le Rhin, on a une étude qui montre que seuls 1% des polluants sont des phytos, texto Prométhée. Et alors, en fait, bien sûr que le Rhin, les grandes rivières sont alimentées essentiellement par les eaux qui viennent des Alpes, fondent des glaciers, fondent des neiges. Et pour un total de rivières de plus de 65 000 km en Suisse, on a 370 km du Rhin.
Donc, ces grandes rivières, bien sûr qu'elles sont rivières et fleuves, sont bien sûr importantes. C'est bien sûr important de savoir qu'est-ce qu'il y a comme pollution. Mais quand on s'intéresse au réseau hydrographique de la Suisse, c'est bien sûr les petits cours d'eau, et notamment les petits cours d'eau dans les zones de moyenne montagne et de plaine qui sont pertinents. Plus de 90% donc, des cours d'eau du réseau hydrographique sont ces petites rivières, et c'est justement dans celles-ci que nous avons ces fortes contaminations qui sont documentées par les HAVAG. Voilà, donc la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut manger? Parce que vous connaissez ce dicton anglais « An apple a day keeps the doctor away ». Manger des fruits et des légumes, hein, c'est très important, mais bien sûr que s'ils sont contaminés aux pesticides, eh bien, on n'est pas sûr que ça nous fasse beaucoup de bien. Et le problème, c'est que si ces pesticides sont uniquement à la surface du fruit, donc on pourrait les laver ou les peler, mais si l'ensemble du fruit est attaqué et contaminé par des pesticides, ça ne servira à rien de le laver ou de peler. Et donc, la question, c'est, voilà, vous avez la nourriture qui est contaminée, de près ou de loin, quasiment tout ce que vous mangez contient des traces de pesticides, donc nous en ingérons. Si vous analysez votre urine, vos cheveux, vous allez trouver des pesticides. La question, c'est quel est l'impact sur notre santé? Et alors, en fait, bien, il y a beaucoup, des centaines, voire des milliers de publications qui existent maintenant sur les impacts des pesticides sur la santé. Et on trouve notamment des questions, des impacts tels que des problèmes de développement embryonnaire. On voit des enfants mal formés à différents degrés. On voit des cancers se multiplier. On voit des perturbations hormonales. Et il semblerait donc que plus de la moitié, 60% des pesticides, aient ce fameux effet de perturbation hormonale. Ce qui veut dire que c'est pas du tout des tests de toxicologie aiguë qui sont pertinents, mais quasiment une dose nulle devrait être observée pour être sûr qu'on n'a pas d'effet néfaste sur la santé. Et je vais illustrer ça un petit peu plus loin. Donc, des impacts sur la santé. Donc, on a bien sûr de la toxicité aiguë. J'ai parlé de suicide tout à l'heure. Bien sûr, vous pouvez vous suicider avec des pesticides, mais c'est de loin pas ça qui domine. Mais c'est plutôt des effets comme des effets sur le développement, sur des effets aussi à long terme de faible dose, parce qu'on teste à court terme, mais en fait, nous sommes exposés du premier au dernier jour de notre vie. On a ces fameux donc, effets hormonaux. On a aussi les effets cocktails. On teste souvent, en général, les pesticides un à un, mais si vous en avez 300 plus les molécules des adjuvants plus tous les produits de dégradation, ben vous voyez bien que la complexité est juste astronomique. Et la question, c'est comment prouver ce genre de choses. Alors, vous avez ce genre d'études. Ici, à gauche, vous avez des dessins d'enfants de 55 mois d'une région dans les collines, et puis ici à droite, dans la vallée, donc, où il y a les champs agricoles. Et vous voyez le dessin d'un bonhomme fait par des enfants du même âge. Alors ça, si vous avez des enfants, ben, je pense que ça vous remue les tripes. Hein, vous vous dites, non, mais c'est pas possible. Ici, un peu plus âgés, les enfants de 60, 70 mois, ici, même genre d'âge avec les enfants de la vallée. Donc, on perçoit, disons, avec ce genre d'analyse, qu'on a des effets sur le développement, des effets sur la capacité mentale. Donc voilà, la contamination est généralisée, on a des effets sur les insectes, sur les plantes, on en trouve dans l'air, on en trouve dans les cours d'eau. Les organismes du sol, bien sûr, sont contaminés puisque l'ensemble des sols agricoles de Suisse sont contaminés. C'est une étude d'Agroscope très récente qui l'a montré. Même des sols qui sont en culture bio depuis plus de 20 ans contiennent encore des pesticides. Ils en contiennent un moins grand nombre et puis des moins grandes concentrations, mais ils en contiennent encore. Et donc, qui dit contamination du sol dit contamination des organismes du sol. Qui dit contamination des organismes du sol dit perturbation des fonctions du sol, notamment la fertilité naturelle et, par exemple, le potentiel de fixation du gaz carbonique, qui est une des fonctions possibles d'un sol sain, surtout d'un sol à qui on donnerait une chance de redevenir un sol plus vivant en arrêtant les pesticides de synthèse. Bien sûr, si le sol est contaminé, eh bien, les nappes phréatiques fatalement vont l'être également. Les moineaux qui se nourrissent dans les champs, bien sûr, sont contaminés. 100% des moineaux des zones agricoles suisses sont contaminés rien qu'avec les néonicotinoïdes, une seule étude sur cette seule catégorie de pesticides. Notre nourriture est contaminée, si pour autant qu'on cherche un peu, on trouve. Et donc, nous le sommes aussi. Et donc avec des conséquences sur la santé qui sont plus ou moins connues, plus ou moins documentées. Alors, on peut se poser la question de savoir, mais bon sang, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, peut-être qu'il faut maintenant réfléchir à la manière dont les pesticides sont homologués en Suisse.
je schématise un peu la procédure, c'est ainsi, vous avez une demande d'homologation qui est faite par l'industrie. Donc l'industrie va inventer une molécule, va la tester, va se dire, ah bah tiens, elle est efficace. Et donc, elle va utiliser un certain nombre de protocoles expérimentaux pour tester l'impact de ces molécules sur différents organismes. Et puis ensuite, l'Office fédéral de l'agriculture va recevoir ce dossier. Il va y avoir une évaluation scientifique des demandes d'homologation qui est faite par différents organismes. Et puis, l'Office fédéral de l'agriculture va résumer tout ceci, va voir est-ce qu'on a une efficacité établie, est-ce que ce produit est utile en agriculture, et puis est-ce qu'il n'y a pas de risque inacceptable lorsqu'il est utilisé conformément aux prescriptions sur la notice d'emballage. Si c'est le cas, on a homologation, on a mis sur le marché. Et puis, les produits peuvent être réévalués dans le futur. Mais une des questions que tout ceci pose, c'est déjà la première question qui est très importante, c'est quel est le contenu de cette demande d'homologation, qui définit les protocoles et quelles sont les influences finalement, par exemple, de l'industrie ou les collusions peut-être entre l'industrie et puis l'Office fédéral de l'agriculture ou les offices ou les institutions analogues dans d'autres pays. Bien sûr que l'Office fédéral de l'agriculture ne fait pas forcément mieux ni pire que les autres pays. Et puis, dans quel cas de figure est-ce qu'on a réévaluation? Qu'est-ce qu'il faut pour que finalement l'Office fédéral de l'agriculture demande de nouveaux tests, par exemple, sur un pesticide? Donc voilà. Le défi de cette évaluation, c'est que vous avez, donc, comme j'ai dit, 300 principes actifs mélangés à des adjuvants. On a toute la question des métabolites. Là, je vous l'ai fait en mode Star Wars ici. C'est les métabolites d'un seul néonicotinoïde. Enfin, la clothianidine et le thiaméthoxam, en fait, l'un est le métabolite de l'autre déjà. Mais donc voilà, vous avez des dizaines de métabolites différents et chacun avec ses caractéristiques de rémanence dans le sol, de dégradation, de toxicité pour les insectes, pour les vertébrés, etc. Donc vous imaginez juste le nombre d'études qu'il faudrait faire pour bien documenter tout ça. Et puis ensuite, vous avez bien sûr la question de la durée d'exposition, vous avez bien sûr l'effet cocktail avec toutes sortes d'autres molécules. Voilà, donc une complexité infinie. Et puis, la manière dont les choses sont évaluées, vous avez cette fameuse analyse classique de la dose-réponse. Donc, vous avez ici, dans l'axe des X, les différentes doses avec une échelle logarithmique, et puis sur l'axe des Y, la réponse. Donc, vous allez exposer, par exemple, une abeille à différentes doses, et puis vous allez voir qu'à une certaine dose, il n'y a pas d'insectes qui meurent, et puis ensuite, vous augmentez la dose, il y a 5 ou 10% qui meurent, ensuite, il y a la moitié qui meurt, ensuite 80, 90, 100%. Donc, vous avez une courbe qui ressemble en général à ça. Et puis, vous allez voir quelle est la concentration qui correspond à ce 50%. Vous prenez tirer une droite sur 50, vous descendez, vous arrivez à ce qu'on appelle un DL 50, une dose létale pour 50% de la population. Voilà. Et puis ensuite, on prend cette dose létale et puis on dit, OK, on va diminuer d'un facteur 100 ou 1000, par exemple, et puis on va dire, si c'est 1000 fois plus faible que cette dose létale 50, on considère que ce produit ne peut pas avoir un impact significatif sur l'abeille domestique, par exemple. C'est comme ça qu'on détermine. Le problème, l'un des nombreux problèmes, c'est la durée de l'expérience. Si vous êtes exposé à un produit toxique sur une très courte durée, eh bien, il va vous falloir une assez grande concentration de ce produit toxique pour mourir. Mais si ce même produit toxique, vous y êtes exposé quotidiennement sur une année, eh bien, une concentration beaucoup plus faible va pouvoir vous tuer. C'est assez logique. Ce graphique résume ceci. Donc ici, si vous avez une concentration élevée, eh bien, si vous faites l'expérience sur un temps très court, il va falloir avoir une concentration très élevée pour arriver à ce fameux LC50. Mais si vous faites la même expérience sur une très longue durée, eh bien, vous allez assez rapidement toucher la courbe et donc la concentration pertinente sera beaucoup plus faible. Or, donc, les expériences qui sont utilisées pour l'homologation sont généralement faites sur une durée assez courte, de l'ordre de quelques heures ou quelques jours. Mais les organismes sont bien sûr exposés durant toute leur vie. Donc, là, sur ce graphique, qui n'est pas un graphique fictif, c'est tiré d'une publication d'une de nos articles de synthèse, eh bien, on a en fait une toxicité 1000 fois plus grande, donc une concentration pertinente 1000 fois plus petite, si on augmente de 25 fois la durée d'exposition. Donc, vous voyez que la relation n'est même pas linéaire. Donc voilà, la détermination d'un seuil pertinent est vraiment quelque chose de pas si simple. Donc voilà, on teste à court terme, mais on est exposé de manière chronique. Et puis, on teste également
sur les stades les plus résistants de la vie d'un organisme. Vous allez tester ça, un pesticide, vous allez le tester sur l'abeille adulte et non pas sur la larve ou sur le premier stade larvaire de l'abeille. Or, les stades larvaires, les premiers stades sont bien sûr plus fragiles que l'adulte. Il en va de même, évidemment, pour notre propre santé. Si vous testez un effet sur un homme adulte, eh bien, vous allez avoir beaucoup moins d'effets que si vous testez sur un embryon. Donc, c'est ce qui fait dire que la base scientifique, finalement, de la procédure d'homologation n'est pas solide. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude de la très célèbre firme d'audit KPMG qui a rendu un rapport en novembre 2019 et qui a évalué qu'il y avait un certain nombre de problèmes dans la procédure d'homologation des pesticides en Suisse, dont certains, une petite partie, commence à être corrigée suite donc à cette étude. Le diable est bien sûr donc dans les détails. On a parlé de la durée d'exposition, mais il y a bien sûr aussi le choix des espèces. Vous avez des espèces, chaque espèce est différente. Certaines sont plus sensibles que d'autres. Et selon laquelle vous choisissez, eh bien, vous allez peut-être sous-estimer ou peut-être surestimer. Mais peut-on surestimer? Disons, peut-être qu'il faut justement choisir l'espèce la plus fragile. C'est celle-là qui sera pertinente si on veut s'assurer qu'on n'a pas d'impact sur la biodiversité, sur le fonctionnement des écosystèmes. Donc voilà, on travaille sur une seule étude, sur un certain nombre d'espèces. Mais bien sûr, comme vous savez très bien, il y a des dizaines de milliers d'espèces en Suisse, par exemple, et donc sur lesquelles est-ce qu'il faudrait travailler, quels sont les critères finalement de choix. Ça, à ma connaissance, ce n'est pas forcément très objectif. L'autre chose que l'on teste, c'est le principe actif. En général, vous allez tester le glyphosate, mais vous n'allez pas forcément tester le Roundup, par exemple. Donc, on teste beaucoup plus le principe actif. On homologue un pesticide sur la base du principe actif, puis on part du principe que finalement, les adjuvants qu'on met avec, ce n'est pas forcément problématique, puisque c'est la molécule centrale, donc le principe actif, qui pose problème. Et en fait, on se rend compte, et notamment le cas du glyphosate et du Roundup est très édifiant à ce sujet, il y a des études, une qui vient de paraître encore sur l'abeille, qui montre en fait que si vous utilisez le Roundup, si vous arrivez à obtenir un Roundup dont on aurait retiré le glyphosate, eh ben, il a un impact majeur sur les bourdons, alors que si vous mettez que le glyphosate, il n'y a pas d'impact. Donc voilà, un exemple où on voit que les tests, que l'homologation finalement n'est pas faite sur des bases très solides. Voilà ici un graphique qui vous montre en fait le nombre pour différentes espèces. Bon, c'est un graphe cumulé, donc il faut juste regarder l'axe des X. Vous voyez que c'est une échelle logarithmique qui vous montre la sensibilité de différentes espèces d'abeilles, donc 19 espèces d'abeilles, à toute une série de pesticides. Donc on voit que les deux extrêmes, certaines espèces sont 1000 fois moins sensibles que l'abeille domestique et d'autres sont 2000 fois plus sensibles que l'abeille domestique. Et là, vous n'êtes que dans les abeilles, donc on est dans un groupe finalement relativement restreint d'organismes si on pense à l'ensemble de la biodiversité. Donc voilà, on peut se tromper selon l'organisme qui est choisi. Je trouve que l'abeille est un peu au milieu de la liste, donc elle n'est peut-être pas forcément mauvaise de ce point de vue-là, mais si on voulait justement être sûr de ne pas du tout impacter les abeilles, on devrait prendre plutôt l'espèce la plus sensible. Voilà, le problème, comme s'il n'y avait pas assez de problèmes, on a également des effets à des concentrations extrêmement faibles, c'est ces fameux effets endocriniens. Donc, si vous regardez la partie droite du graphique ici, vous avez une évaluation du risque basée sur l'hypothèse d'une relation monotone, c'est-à-dire plus on a de pesticides, plus on a d'impact. Donc, vous avez défini votre concentration qui tue 50% de votre population. Vous diminuez cette concentration d'un facteur 100, d'un facteur 1000, forcément, vous arrivez à une concentration où il n'y a plus d'impact. Eh bien, manque de bol, ce n'est pas le cas, puisque vous avez, à de très faibles concentrations, ces fameux effets endocriniens. Et donc, cette fameuse relation dose-réponse n'est pas monotone, c'est-à-dire que vous avez une courbe qui ressemble plutôt à une espèce de dromadaire, enfin de chameau, pardon, justement pas de dromadaire, sauf que ça ne descend pas après la deuxième bosse. Donc en fait, des concentrations extrêmement faibles ayant des effets endocriniens, ça veut dire qu'on ne peut pas les prédire sur la base des tests écotoxicologiques classiques. Et ce genre d'effets qui sont observés, c'est par exemple le développement d'obésité, de diabète de type 2, donc sur la santé humaine, des diminutions de fertilité. On a actuellement 25% de nos recrues qui sont en dessous du seuil de fertilité de l'OMS, et ce, en une diminution de 50% ou plus en une quarantaine d'années. Donc on a des réels problèmes de santé.
On a également des troubles neurocomportementaux, on a des dysfonctionnements immunitaires. Ça, ce sont le genre d'effets des pesticides à des effets endocriniens qui ont été observés sur l'humain. Et pour vous donner un ordre de grandeur des concentrations, ici on est dans des microgrammes par kilo. Et sur ce graphique, je vous ai mis en échelle logarithmique. Hein. Vous avez ici des dosages d'hormones de prescription médicale. Donc ça, c'est des hormones que vous pouvez prendre, oestrogène ou thyroxine, etc. Donc une hormone thyroïdienne, hein, si vous avez des problèmes thyroïdiens. Quand vous mangez des pilules contenant des hormones pour un traitement hormonal, c'est ce genre de concentration-là qui sont suffisantes pour avoir visiblement un effet sur votre fonctionnement, sur votre métabolisme. Or, les doses journalières admissibles de fongicides et d'insecticides dans la nourriture sont à des concentrations, alors pour le chlorpyrifos ici, on est en dessous de ces doses-là, mais pour les autres, on est nettement au-dessus. Nettement au-dessus, si vous avez un graphique avec une échelle non logarithmique, vous ne voyez même pas ici les concentrations de ces deux barres vertes, vous voyez qu'on est très nettement au-dessus, on est 10, 100 fois, 1000 fois plus élevé. Donc ça, c'est les doses qui sont admissibles dans la nourriture pour des pesticides qui sont reconnus comme étant des perturbateurs endocriniens. Donc là, vous voyez, les seuils actuellement légalement admissibles ne sont pas pertinents. Et donc voilà, donc le professeur Charles Sultan, qui a beaucoup étudié ces questions de perturbateurs endocriniens, il nous dit le niveau maternel d'hormones thyroïdiennes au cours des 3 premiers mois de grossesse sont susceptibles d'affecter le QI. Donc voilà, vous avez cette constatation qui est vraiment désarmante, c'est que ces pesticides peuvent rendre nos enfants bêtes, tout simplement. Voilà. Et alors, en Suisse, on a de la peine à reconnaître ces problèmes. En France, il existe un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Et donc, c'est bien sûr la preuve que vous avez une reconnaissance, disons, nationale du problème. Ça ne veut pas dire qu'on les a interdits pour autant, pour l'instant en tout cas, mais on reconnaît déjà que c'est une maladie professionnelle. Alors, il est, vous l'aurez compris, trop facile d'homologuer des pesticides et il est également trop difficile de les retirer du marché. Le problème d'efficacité, d'un retrait rapide, si tout à coup la science vous montre qu'on a un réel problème avec un pesticide, on se dit « Ah, nos autorités garantes de notre sécurité et de notre santé devraient agir rapidement, devraient retirer du marché ces pesticides ». Eh bien, ce n'est pas le cas. Ça peut prendre plusieurs années. Donc, on peut continuer pendant des années d'utiliser un pesticide dont il est clairement documenté qu'ils ont un impact majeur sur l'environnement ou sur la santé humaine. Et le pire, les fabricants peuvent faire appel au tribunal administratif fédéral, on a vu le cas maintenant avec le chlorothalonil, pour prolonger l'examen en disant on n'est pas très sûr, il faut qu'on sache mieux. Voilà, donc malgré des études tout à fait fiables, disons, scientifiques. Et même si c'était des études qui seraient un soupçon, mais un soupçon grave, je pense que quand même le principe de précaution devrait l'emporter. Alors maintenant, si on essaie de faire le lien entre tout ce que je vous ai expliqué, on a un problème de contamination excessive chronique des rivières. Okay. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise trop de pesticides puisqu'on en trouve trop dans les rivières. Donc, on devrait diminuer la quantité de pesticides utilisés. D'un facteur combien? Est-ce que c'est de 25%? Est-ce que de 50%? À déterminer. L'EAVAG a également montré que, en raison du changement climatique en cours et à venir, leur projection, c'est que le volume des débits d'été des rivières du plateau diminuerait d'un facteur 40%. Donc, on aura de moins en moins d'eau dans nos rivières. On voit récemment, ces dernières années, qu'on a eu par exemple le Doubs qui était à sec au Brenay, etc. Donc, ça veut dire que si vous voulez maintenir la même concentration de pesticides dans votre eau, si vous avez 40% de moins d'eau, il faut mettre 40% de moins de pesticides. Ensuite, on a donc cette fameuse contamination généralisée et durable des sols. Là, ça pose la question de l'interdiction des composés à longue rémanence. C'est ce qu'on devrait utiliser si on utilise des pesticides qui se dégradent beaucoup plus vite. Et puis, on a la contamination des nappes phréatiques au chlorothalonil. Mais ça, c'est un des 300 pesticides. Qu'en est-il des autres? On aimerait bien savoir. Très probablement qu'on a également des contaminations avec d'autres pesticides de synthèse. Et donc, on a enfin ces fameux effets hormonaux, perturbateurs endocriniens, et donc on devrait revoir les limites légales. Maintenant, si vous écoutez l'Union suisse des paysans qui nous disent en Suisse, on fait très attention, on en utilise le moins possible, pour faire du Alain Berset, on va dire, on en utilise aussi peu que possible et autant que nécessaire. Ça veut dire qu'en fait, en gros, on ne pourrait pas forcément réduire. Mais si on ne peut pas réduire et qu'on en a déjà trop dans les rivières et qu'on devrait réduire de 40% et qu'on a des problèmes de rémanence et de nappe phréatique, vous voyez qu'on devrait baisser
les quantités de pesticides de synthèse appliqués sur nos champs à des niveaux tels qu'ils n'auraient plus d'effet de protection des cultures. Et si en plus on tient compte des effets hormonaux, eh bien, la seule solution, c'est finalement de ne plus les utiliser et de chercher vraiment des alternatives. J'arrive bientôt au terme, rassurez-vous si vous pensez que je vais devoir parler 2 heures, mais j'arrive gentiment au bout. Les questions sociétales donc, que ça pose, c'est les alternatives justement. Est-ce qu'on investit suffisamment pour développer des alternatives? À l'échelle mondiale, c'est 1 à 2% de la recherche, des crédits de recherche en agronomie qui sont dévoués à de la recherche biologique. Donc, en Suisse, c'est peut-être plus, peut-être qu'on atteint 10%, j'ai malheureusement pas le chiffre. Quoi qu'il en soit, si on interdit les pesticides en Suisse, forcément qu'on va multiplier au moins par 10 les efforts de recherche et donc forcément qu'on va trouver plus facilement des choses. Mais également, d'un point de vue financier, je vous l'ai dit que pour les pesticides, pour les néonicotinoïdes, plus de 1000 études avaient été publiées sur une vingtaine d'années, même maintenant on en est peut-être à 2000. Et donc, en fait, il faut cette quantité de masse, de recherche qui soit faite pour arriver peut-être à faire interdire un pesticide de synthèse. Mais qui paye ces études? Je pense que, au bas mot, une étude scientifique publiée dans une revue internationale, c'est quelque chose comme 100 000 francs d'argent public investi. Donc, vous pouvez faire le calcul. Et ça, c'est des coûts sociétaux, finalement, que vous payez avec vos impôts. Alors actuellement, l'opinion publique est de plus en plus remontée contre ces questions et on voit que différentes questions environnementales, que ce soit les plastiques, le climat, plastique à usage unique, pesticides, etc., les gens sont de plus en plus sensibles et ils ont effectivement raison, à mon avis, de l'être. Et on entend beaucoup parler de néonicotinoïdes, de glyphosate, de chlorothalonil. Ça, mais il y a bien sûr beaucoup d'autres molécules qui posent problème. Bien sûr qu'il y a d'autres problèmes, de perturbateurs endocriniens, de médicaments, de peintures, toutes sortes d'autres choses. Mais déjà, le problème des pesticides de synthèse est bien sûr majeur. De plus en plus de villes, de pays, de régions interdisent tout ou partie des pesticides de synthèse. On a des interdictions partielles des néonicotinoïdes, on a des interdictions totales en France, mais après le lobby et les producteurs de betteraves, comme vous savez, a réussi à le réautoriser l'année passée. On a des interdictions totales très intéressantes dans certaines régions, le Bhoutan par exemple, Cuba, Sikkim, Baranduke. Pardon. Ok, je continue. Donc voilà, et en Suisse, voilà, comme vous savez, on va voter le 13 juin pour éventuellement interdire les pesticides de synthèse. Donc l'initiative en bref, donc déjà la chose importante de savoir, c'est que la période de transition dure 10 ans, donc on a 10 ans pour faire le changement. On propose l'interdiction dans la production agricole, la transformation des produits agricoles, l'entretien du territoire. Donc en fait, tout le monde, c'est-à-dire aussi vous dans votre potager, vous n'aurez plus le droit d'utiliser des pesticides de synthèse. Et puis, l'importation à des fins commerciales de denrées alimentaires, donc contenant des pesticides ou pour lesquels les pesticides ont été utilisés, serait également interdite, ceci par souci de protection finalement de nos agriculteurs, parce qu'on leur impose une nouvelle norme, et bien c'est assez normal que cette même norme soit imposée aux importations, qui est en fait tout à fait possible en cas de... des exceptions sont possibles en cas de nécessité absolue, c'est peut-être même pas la peine de le noter puisque le Conseil fédéral peut instaurer un état d'urgence en cas de problème majeur pour le pays. Voilà, alors aussi, au niveau un peu fondamental finalement, manger son poison, est-ce que c'est un privilège ou un droit? Actuellement, c'est plutôt un privilège, puisque la nourriture bio coûte quand même sensiblement plus cher que la nourriture conventionnelle. Mais en fait, on considère, et on n'est pas les seuls, puisque c'est un droit qui est reconnu par la FAO, que c'est un droit fondamental et la seule manière d'y arriver, c'est vraiment une interdiction totale. Alors, certaines personnes, certains partis politiques, par exemple, n'aiment pas l'idée d'interdire parce que, non, il faut la liberté, il faut plutôt que ce soit le choix du consommateur, etc. Mais en fait, dans notre société, on a plein d'interdictions. Il y a plein d'interdictions. Et puis même, j'ai aussi réalisé que finalement, si on se tourne du côté de la Bible et on regarde les 10 commandements, eh bien 8 des 10 commandements sont des interdictions. Donc finalement, notre société judéo-chrétienne est basée en partie sur des interdictions. C'est tout à fait normal d'interdire des choses qui ne sont pas acceptables. Et en plus, des alternatives existent. On a des pratiques, des solutions utilisées dans l'agriculture biologique, des variétés résistantes, des rotations des cultures, j'en ai parlé, des choix des cultures. Finalement, certaines cultures peut-être sont juste
trop difficile, ou alors, bien sûr, les variétés. Les combinaisons de cultures, là, il y a des choses super intéressantes. La lutte biologique, bien sûr, il y a des choses comme la confusion sexuelle par phéromones, des pesticides, des biocides naturels qui resteraient, toute la panoplie de solutions utilisées en bio serait encore autorisée. Mais l'initiative ne demande pas de passage au bio. On ne s'intéresse pas, c'est un choix qu'on a fait aux engrais chimiques, aux antibiotiques, à l'achat de fourrage. Ça, c'est l'autre initiative sur l'eau propre. Donc, nous, celles sur les pesticides de synthèse ne sont pas concernées. La question du prix du bio agite passablement les esprits. Et il y a eu récemment, j'ai oublié de mettre la référence ici, mais un document qui a été produit par l'industrie du lait et qui montre des exemples de prix, notamment ici, c'est le fameux yogourt aux fruits 500 grammes, qui est décortiqué dans sa structure de prix. Vous avez le premier élément, c'est le prix payé pour les différentes composants de ce yogourt au producteur. Donc, vous voyez que le bio est effectivement un tout petit peu plus cher. Le 2, c'est en gros la logistique, la transformation, les déplacements, etc. Beaucoup plus cher, presque 2 fois plus cher pour le bio. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des plus petits volumes, vous ne faites pas la même économie d'échelle. Et le 3, la plus grande différence, c'est les marges des grands distributeurs. Donc maintenant, si vous imaginez que tout est produit sans pesticides de synthèse, alors on va accepter le prix du bio comme base, mais il n'y a aucune raison que les 2 autres colonnes ici, les 2 autres parties de la colonne, soient plus élevées. Et donc, en fait, on verrait même les N-Budget et les coop prix garantis, par exemple, être également sans pesticides de synthèse. Donc, effectivement, ça montre le potentiel d'économie pour une personne qui souhaiterait manger sans pesticides de synthèse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra plus acheter du bio, il y a d'autres avantages au bio, mais disons, au moins, on aurait cette garantie-là. Et alors, justement, ça fait beaucoup de débats, mais pas plus tard qu'hier, Heidi News a sorti une très bonne analyse justement sur la question. Donc, si vous vous intéressez à ça, vous allez sans doute pouvoir encore retrouver cet article. Là, pardon. J'ai bientôt terminé. La question du CO2 dans les sols, j'ai brièvement évoqué. Pour capturer du CO2 à l'échelle mondiale, alors, il y a plein de modèles de gens qui veulent planter des milliards d'arbres, etc. Mais un des moyens les plus efficaces, c'est de remettre du carbone dans les sols. Les sols organiques, les sols agricoles, pardon, sont souvent des anciens sols de forêt ou des sols de prairie qui étaient en fait des sols riches en carbone. Et le fait de les avoir mis en culture, ça, petit à petit, ça leur a fait perdre beaucoup de carbone. Et ce carbone, il est bien sûr dans l'atmosphère. Alors, d'utiliser des approches qui ne tuent pas, disons, la vie du sol, donc d'éviter d'utiliser des pesticides de synthèse, c'est un des moyens de ramener de la vie dans le sol et de faire mieux fonctionner ces sols d'une manière plus efficace pour la fertilité du sol, mais également pour ramener du carbone dans les sols. Donc, c'est clairement une des clés, disons, pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà, maintenant par rapport au fait que notre initiative est une initiative d'idéaliste, eh bien, clairement pas. On a plus de 7000, presque 8000 fermes bio en Suisse. On a près de 18 000, 19 000 qui sont en production intégrée, qui utilisent finalement très très peu de pesticides de synthèse. On a également plus de 1000 sociétés actives dans la transformation des produits bio. On a de plus en plus de villes, d'entreprises qui n'utilisent plus de pesticides de synthèse. Et puis, bien sûr, pour nous, ce qui était très important, c'est la question de l'égalité de traitement entre la culture, la production indigène et puis les importations. Également, de nouveau, pour rappel, 10 ans pour faire ce changement, ce qui permet quand même de le faire, à notre avis. Le fait que nous ne soyons pas contre les paysans a été très bien compris par 5 associations, organisations agricoles, BioSuisse, les petits paysans d'Emeter, ils ont fait une conférence de presse hier, l'agriculture pour le futur, Unitaire qui nous avait dans un premier temps soutenu, puis dans un deuxième temps plutôt donné une liberté de vote parce qu'ils ont le souci du revenu du paysan. Et bien sûr que nous, on n'a pas spécifiquement dit qu'on voulait garantir le revenu du paysan, mais vous l'aurez compris, notre démarche vise effectivement à ramener de la vie et aussi à donner plus de sens au métier de paysan en arrêtant d'utiliser ces pesticides de synthèse. Voilà, je vous montre les choses qui me passionnent plus que les pesticides et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette conférence avec tous ces aspects scientifiques, sociétaux, économiques, politiques. Avec une bonne ouverture, ça va générer, je pense, un peu de débat durant la série de questions sur justement cette initiative toute proche. Merci beaucoup pour cette conférence. Bien.
Je vais pouvoir ouvrir la séance de questions. Donc, il y a déjà quelques-unes qui ont été lancées dans le chat pendant la conférence. J'invite voilà, toutes les personnes qui auraient des questions à allumer leur caméra et puis enclencher leur micro. Comme ça permet voilà, d'avoir ce contact un petit peu plus humain. J'aimerais pour débuter avec une question. Vous avez très brièvement parlé des pesticides utilisés dans l'agriculture biologique, les biopesticides. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que dans 10 ans, on va s'apercevoir qu'ils sont peut-être tout autant dangereux que les pesticides de synthèse ou bien ils ont un avenir qui est plus prometteur? Bonne question. Alors évidemment que ça veut pas, c'est pas parce qu'un pesticide est utilisé par le bio qu'il est forcément inoffensif. Ce serait quand même un peu naïf de penser ça. Je pense qu'il y a de la marge de progression partout. Maintenant, c'est clair que les molécules de synthèse, donc qui n'existent pas dans la nature, par définition, les organismes vivants n'ont pas coévolué, disons, avec ces molécules. Le bio utilise des molécules extraites de la nature, donc on peut partir du principe qu'à défaut que tous les organismes y soient adaptés, on a une plus grande probabilité que leur impact soit moindre. Mais en fait, finalement, si on réfléchit, le bio classique, ça reste des grandes monocultures avec de la mécanisation, etc. Clairement, on peut faire beaucoup mieux et on peut produire beaucoup plus par hectare qu'avec ces grandes monocultures. Donc, si vraiment, parce qu'on entend souvent parler de l'autosuffisance suisse, hein, mais si vraiment c'est là le but, alors après, j'avoue, hein, c'est un changement complet de paradigme, mais si vraiment on veut produire et nourrir la Suisse, on peut le faire. Mais alors, ça ne s'appelle plus des grandes cultures avec des tracteurs, ça s'appelle de la polyculture, ça s'appelle beaucoup plus de travail humain, etc. Donc voilà, ça c'est une question finalement de choix. Sans aller jusqu'à cet extrême, je verrais assez bien finalement le développement en périphérie d'agglomération de ces fameuses fermes permacoles, etc., qui donneraient peut-être aussi du travail peut-être à plein d'adolescents, d'étudiants en formation pour faire quelques heures par-ci par-là, avec des circuits très courts, puisque finalement vous êtes tellement près des marchés, vous pouvez même venir avec votre âne si vous voulez amener votre production. Enfin, j'exagère un peu, mais vous voyez le principe. Je pense qu'on pourrait produire une quantité non négligeable de nourriture de cette manière. Ce ne serait pas forcément stupide. Il y a quelques pionniers qui montrent le genre de rendement qu'on peut obtenir avec ce genre de ferme. C'est juste stupéfiant. On est je sais pas, de 10 fois plus que sur des grandes cultures. Donc, il y a des pistes à explorer. Et je pense qu'avec une interdiction des pesticides, il y aura beaucoup plus de probabilité d'aller explorer ce genre de pistes. Mais de nouveau, on ne demande pas ce genre de transformation. Notre initiative ne les demande pas, mais ce n'est pas impossible qu'elle les stimule indirectement. Bon, la culture hors sol ou ce genre d'autres procédés. Alors, la culture hors sol, voilà, justement, on ne demande pas le bio, donc la culture hors sol, le bio l'interdit, avec des raisons tout à fait valables, mais il y a des systèmes, par exemple, de culture avec des plantes et puis des poissons en dessous, il y a toutes sortes de choses qui sont assez inventives, qui mériteraient peut-être d'être explorées, hein, pourquoi pas. Merci. D'autres questions? Je sais que David Humer avait des questions. Allez-y. Oui, bonjour Edouard, merci infiniment pour ta présentation. J'étais en train de repenser à l'île de Byron il y a 30 ans en arrière. Un stage ensemble de biologie marine, c'était assez sympa. En fait, j'ai une question plutôt relativement terre à terre. J'ai la chance d'avoir été élu au conseil communal d'un village, disons le haut lac de Morat. Et on a des contaminations, merci, on a des contaminations au chlorothalonil qui sont 15 fois la norme supérieure admise par le... Voilà. Donc, c'est un réel problème. À chaque assemblée communale, c'est discuté, ça devient très émotionnel, etc. Et donc, on va devoir gérer ce problème rapidement. Et en plus, maintenant qu'il y a cette initiative qui est sur le tapis, nous avons les paysans du village qui ont immédiatement saturé les entrées du village avec leurs affiches non aux initiatives, voilà, tu connais ces affiches. Et moi, j'avoue que, bon, tes arguments, je les entends très bien, c'est très clair, mais d'un autre côté, je pense que ces gens-là, ils sont totalement étanches
à ce genre d'argumentation. Clairement, ouais. Ma question, c'est, quand tu te retrouves entre les deux feux, quel est, selon toi, l'argument béton pour contrer leurs arguments? Moi, il y a deux arguments finalement. Il y a d'un côté ce que l'on peut faire, ce que l'on sait déjà faire avec le bio, et ça fait pas mal. Alors après, ils vont sortir la culture de la betterave, le colza, et puis la patate, hein, en général, comme argument. Et donc voilà, on en cultive aussi. Les rendements sont peut-être pas les mêmes. De nouveau, les pistes, c'est de chercher des variétés, c'est de chercher d'autres manières de cultiver. Peut-être que la question justement de la rotation du colza dans le paysage, on en a peut-être trop, hein. Il faudrait peut-être en faire moins et puis qu'il y ait moins de chances pour les ravageurs, etc. Donc il y a toutes sortes de pistes économiques. Mais finalement, je crois que l'argument principal, c'est, ma foi, il y a la santé humaine qui prime. Le premier principe de la médecine, c'est une locution latine, je l'ai noté quelque part, mais vous la connaissez peut-être, enfin, tous les médecins la connaissent. En premier lieu, ne pas nuire. D'accord? Donc, moi, je dirais, faites ce que vous voulez dans vos champs, mais la ligne rouge à ne pas franchir, c'est la santé humaine. À partir du moment où l'utilisation d'un produit a un effet démontré sur la santé humaine, eh bien, on doit le remettre en question. Il n'y a pas de discussion. On ne va quand même pas tolérer d'avoir des cancers, des malformations, des baisses de fertilité, ce genre de choses. Alors, bien sûr qu'ils vont vous dire, ouais, mais ces études, c'est n'importe quoi, etc. Parce que, bien sûr, ces études leur déplaisent, donc ils ne veulent pas les entendre. Mais je crois là que, et c'est ce qui me frappe dans le processus d'homologation aussi, c'est qu'à mon avis, et ça a été reconnu d'ailleurs par KPMG, aussi bien l'Office fédéral de l'agriculture, alors KPMG a mis le doigt sur l'Office fédéral de l'agriculture, mais je suis étonné pourquoi ils n'ont pas plus mis le doigt sur l'Office fédéral de la santé publique, parce que je pense qu'on devrait clairement plus prendre en compte les questions de santé publique. Et partout dans le monde, finalement, on voit des problèmes de pollution par les métaux lourds, de pollution historique, de toutes sortes de choses qu'on traîne et qu'on n'arrive pas à résoudre finalement. Certains sols sont pollués aux métaux lourds, à l'arsenic. Bonne chance pour essayer de les dépolluer. Certaines plantes hyperaccumulatrices vous permettent de diminuer la concentration de plomb, mais vous voyez le travail. Si on pouvait ne pas faire ça, ça serait quand même beaucoup plus intelligent. Alors, historiquement, on peut dire, oui, on était naïf, on ne savait pas, ok, on ne savait pas, d'accord, on a fait une bêtise. Mais quand on a fait une bêtise, puis qu'on s'est rendu compte qu'on a fait une bêtise, on n'a plus d'excuses pour continuer. Et de nouveau, ce n'est pas une attaque contre les agriculteurs. Ce n'est pas du tout une attaque. C'est simplement, on met la santé humaine en premier. Et en fait, les petites communes, je ne sais pas quelle est la taille de ta commune, mais si vous devez dépenser 1 million pour équiper la centrale de purification de l'eau, je ne sais pas comment on appelle, pour vous débarrasser d'un pesticide, vous allez trouver où cet argent? Qui c'est qui va payer? Vous allez augmenter les impôts de tous les habitants? Est-ce que c'est les producteurs de pesticides qui vont vous payer votre machine? Vous pouvez toujours essayer, bonne chance, hein. Donc moi, je pense que voilà, il y a juste des positions qui sont indéfendables. Mais on voit, hein, c'est hyper fort, quoi. Ils sont agressifs. Et dans ces contrées où beaucoup de ces grandes cultures sont dominantes, finalement, les rares paysans bio ou ceux qui soutiendraient l'initiative, ils n'osent tout simplement pas s'exprimer. Il y en a qui ont essayé et puis qui se sont fait détruire leur matériel. Enfin, voilà, on commence à entendre des histoires comme ça, c'est pas très joyeux, quoi. Merci beaucoup. Merci. On a Marc W aussi qui a levé la main. Bonsoir. Merci de votre excellente conférence. Moi, j'ai un peu une double question. La première, c'est que je ne suis pas du tout spécialiste du domaine et quand j'essaie de chercher des études sur le glyphosate, par exemple, je ne suis pas non plus idiot, mais on est confronté à une quantité de trucs effarantes. Et puis, on sait qu'en plus, dans cette quantité d'études, il y en a énormément qui sont trompeuses, voire falsifiées. Et ensuite, quand on s'intéresse aux métabolites, alors c'est le MPA pour le glyphosate,
on se rend compte que, comment dire, les études se dégradent un peu comme le glyphosate, c'est-à-dire sur un métabolite qui est aussi important et puis problématique que celui-là. Finalement, on a l'impression qu'il y a assez peu d'études par rapport au nombre d'études qu'on aurait sur le glyphosate, alors que la durée de vie du truc est plus longue. Enfin, et je ne sais pas comment me situer par rapport à ça. Enfin, j'attends simplement peut-être un éclairage de votre part. Ben, comme je l'ai dit, hein, on étudie beaucoup plus le principe actif que les métabolites. Alors parfois, il y en a peut-être moins que ce que je vais montrer. Hein. Je n'ai pas comparé, hein, pour être honnête. Mais il y a moins d'études qui sont faites. Et donc, ça va prendre plus de temps. Donc, peut-être qu'à partir du moment où quelques études commencent à montrer qu'il y a des problèmes, ben, ça va créer un engouement, entre guillemets, chez les chercheurs pour mieux comprendre, mieux documenter le problème. Mais de nouveau, on est limité dans notre capacité d'études, hein, financièrement et puis humainement. Il y a une autre chose qui est plus problématique encore, à mon avis, qui a été démontrée par les personnes qui font vraiment beaucoup de travail sur l'étude de la science, de la toxicologie, etc., qui est très troublant, c'est qu'ils se sont rendus compte, par exemple, que si vous comparez les études faites par l'industrie et les études faites par des chercheurs indépendants de l'industrie, vous avez souvent des résultats très différents. Et par exemple, une petite minorité d'études faites par l'industrie montreraient des effets sur la santé humaine, le cancer, etc., alors qu'une grande majorité d'études faites par des organismes indépendants montreraient ça. Puis là, quand vous êtes novice, quand vous n'êtes pas spécialiste, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont falsifié des données? Et en fait, même pas forcément, mais des fois, c'est simplement les conditions expérimentales qui sont la clé. Par exemple, vous faites un test sur le rat ou sur la souris. Il n'y a pas juste une espèce ou une variété de rats. Vous avez en fait un catalogue avec des dizaines de souches génétiquement modifiées ou pas de rats ou de souris, et vous allez en choisir une pour votre expérience. Si vous avez envie de prouver que votre pesticide n'a pas d'impact sur le cancer du rat, eh bien vous allez choisir un rat qui développe forcément le cancer. Donc, même les rats qui ne sont pas exposés aux pesticides, après quelques semaines, ils vont commencer à développer des cancers parce qu'en fait, c'est une variété comme ça. Et puis, bon, vous rajoutez votre pesticide, les autres vont aussi faire un cancer, mais vous voyez, les deux ont fait un cancer, donc vous n'avez pas d'impact. Donc, ça, c'est un cas extrême, mais en fait, c'est extrêmement difficile d'évaluer en fait, ce genre d'études, même pour des spécialistes, parce que vous allez dire, OK, c'est bon, ils ont bien fait le truc, les statistiques, c'est correct. Puis vous avez oublié de vérifier qu'en fait, la souche du rat qui a été choisie n'est pas pertinente pour la question. Cette même souche, pour une autre question, serait peut-être pertinente, mais pas pour celle-ci. Donc voilà, c'est extrêmement, extrêmement complexe, quoi. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Kundig. Oui, bonsoir. Merci pour la conférence, très intéressante. Moi, j'ai juste une question rapide. Est-ce que cette conférence, le matériel, vous le mettez en ligne, on peut accéder après coup ou bien? Oui, je peux déjà mettre une fois maintenant, mais vous trouverez tout ça effectivement dans quelques jours sur notre chaîne YouTube, toute nouvelle. Vous avez le lien du coup dans le chat. Ok, super. Merci beaucoup. Merci. Hein. Bonne soirée. Merci. Sinon, on avait quelques questions dans le chat. Alors, je ne sais pas, j'avais Joël Tosetti qui en avait une. Je ne sais pas si elle veut la poser elle-même. Sinon, je la reprends. Qui demandait s'il y avait un système de purification de l'eau pour enlever ces pesticides. Honnêtement, je ne suis pas spécialiste de la question. Donc, oui, selon la nature chimique, peut-être ça peut être des charbons actifs, ça peut être des méthodes beaucoup plus onéreuses, des systèmes, mais bon, des systèmes de filtration, c'est délicat. Par rapport aux filtrations, une information que je rajoute, parce que j'y suis. J'ai posé une question à une collègue hydrogéologue, puis je lui ai dit, mais finalement, comment c'est possible qu'on ait autant de pesticides dans l'eau de nos nappes, parce que je croyais que les zones, les captages d'eau, autour de chaque captage d'eau, on avait une zone de protection. J'en sais quelque chose parce que j'ai fait une étude forensique où j'ai mis des cochons à décomposer dans la forêt et puis on m'a dit attention là, c'est la limite de protection, donc voilà. Donc on fait attention à ce genre de choses.
Et puis, elle m'a dit, oui, alors effectivement, en fait, on définit des zones, et puis, en fait, voilà, on définit, avec les modèles hydrogéologiques, on définit une zone, puis dans cette zone-là, on n'a pas le droit de faire certaines choses, par exemple, peut-être de dépendre du lisier ou des choses peut-être où il y aurait des risques. Mais en fait, le problème, c'est que le risque est calculé sur un risque bactériologique, c'est-à-dire, vous allez essayer de voir si Escherichia coli ou d'autres bactéries pathogènes pourraient pénétrer dans l'eau potable. C'est ça que vous testez. Mais une molécule de chlorothalonil, c'est 4000 fois plus petit que Escherichia coli. Donc, c'est comme si vous aviez un filet extrêmement efficace pour bloquer des baleines bleues, pour pas qu'elles arrivent pour la tranche à pénétrer dans votre espace, et puis que vous vous étonnez qu'une mouche ait réussi à passer, quoi. En gros, c'est un peu ça la différence. Donc, empêcher des molécules toxiques de pénétrer dans nos nappes phréatiques, en fait, c'est juste pas possible. Donc, si des molécules ont un impact sur la santé humaine, il ne faudrait juste pas les utiliser sur le plateau suisse. Ou alors, il faut arrêter de consommer de l'eau du plateau suisse. Mais alors, bonne chance, il faudrait la chercher, je ne sais pas où. Ça commence à devenir techniquement difficile. Donc les steppes les plus modernes, qui se modernisent pour éliminer les micropolluants, ça ne va même pas du coup impacter ces pesticides. Je ne sais pas ce qu'elles pourront faire. Alors, les steppes, en fait, elles n'ont pas pour vocation de purifier l'eau de la rivière. C'est uniquement l'eau des égouts. Donc, c'est plutôt les micropolluants qui arrivent par les effluents, les résidus de médicaments comme ça. Mais il y a une autre chose que j'ai appris récemment, c'est que, en fait, cette modernisation des steppes, elle ne se fait pas dans toutes les steppes. Donc, en fait, vous aviez, alors qu'actuellement, vous avez des petites steppes le long de la rivière, eh bien, en fait, les eaux usées vont être conduites vers une steppe en aval et ne vont plus être traitées en amont. Et cette eau-là, donc, ne sera plus dans la rivière. Donc, ça veut dire que le débit de la rivière, il va diminuer. Donc, en plus du 40% que je mentionnais tout à l'heure, vous avez encore, en tout cas dans certaines régions, je crois que c'est surtout dans le canton de Vaud qu'il y a ces changements qui sont en cours, si j'ai bien compris. Donc, vous allez avoir des rivières avec des débits encore plus faibles. Et donc voilà, les micropolluants d'origine médicale, par exemple, eh bien, seront bien traités. Mais par contre, on aura une plus forte concentration encore de pesticides. Donc, voilà, le problème, on n'est pas en train de le résoudre. D'accord. Merci. Samuel. Oui, bonsoir. Merci, Edouard, pour cette conférence. On apprend beaucoup de choses encore. Moi, j'ai une question par rapport à la comparaison qui est donnée toujours par surtout les opposants qui disent que les eaux suisses sont beaucoup plus propres que les autres, les champs suisses sont beaucoup plus propres que les autres parce qu'on emploie beaucoup moins de pesticides. Or, on a toute une série de cartes qui apparaissent où on est plutôt le mauvais élève. Qu'est-ce que tu sais de la comparaison qui est faite typiquement par hectare? Est-ce que c'est des surfaces agricoles qui sont montées seulement? Enfin, cette carte de contamination des sols et des nappes phréatiques, qu'est-ce que tu sais de la comparaison au niveau européen? Merci. Alors, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais effectivement, j'ai vu passer des cartes où effectivement la Suisse n'était pas si blanche que ça. Et puis, donc voilà, je pense que de toute façon, les quantités de pesticides dépendent beaucoup du type de culture. Donc, c'est clair que si vous avez beaucoup plus de betteraves sucrières, par exemple, vous allez mettre plus d'insecticides. C'est comme de mettre un bonbon dans le sol. C'est très difficile de garantir qu'elles ne sont pas à manger. Et puis, voilà. Mais l'autre problème que ça soulève, en fait, ces statistiques, c'est quoi? C'est souvent des tonnes à l'hectare ou des tonnes ou des kilos à l'hectare de pesticides utilisés. Mais quand vous avez des pesticides qui sont 10 000 fois plus toxiques que d'autres, ça ne veut juste rien dire, ces chiffres. En fait, ce qu'il faudrait, c'est parler de toxicité, de cumulation. Mais alors après, par rapport à quoi? Par rapport à l'abeille domestique, par rapport à une autre espèce? Et en fait, le problème, il est là. Il y a une étude qui vient justement encore de sortir sur cette question spécifique et qui montre qu'en fait, on a un découplage entre les quantités de pesticides en termes de volume ou de masse et la toxicité. Et qu'en fait, du fait que les nouvelles catégories de pesticides sont souvent plus toxiques que les anciennes, eh bien, on a beau diminuer les quantités, eh bien, la charge toxique augmente. C'était un soupçon par rapport on entend souvent dire que les paysans mettent moins de volume de pesticides, mais s'ils sont 100 fois plus concentrés et 100 fois plus, ou moins dilués, tout simplement, si les produits est livré de manière moins diluée,
bah, ça va baisser le tonnage. Et puis, en fait, finalement, ça n'a aucun sens, effectivement. Et c'est un soupçon que j'avais aussi. Mais si vous regardez la liste des pesticides ou des substances qui sont listées par l'OFAC dans leurs statistiques, ben vous avez du kaolin, par exemple. Voilà, du kaolin, c'est de la poussière de roche, quoi, en gros. Donc, vous comparez de la poussière de roche avec un produit qui est 10 000 fois plus toxique que le DDT. On en est là au niveau des statistiques. Alors, franchement, c'est juste risible, quoi. En tout cas, un étudiant même d'école secondaire, s'il fait ce genre de calcul, vous lui dites que c'est faux, quoi. Enfin, donc voilà, c'est juste pas acceptable. Merci. Merci beaucoup. Dans le chat, on avait une autre question aussi de Natacha Kohler. Je ne sais pas si elle désire la poser directement. Tu m'entends? Oui. Salut Julien, bonsoir. J'avais deux questions. La première, c'est est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer en fait la diffusion du savoir qu'on a chez tous ces scientifiques comme vous qui travaillent sur ces questions pour qu'elles atteignent enfin les instances décisionnelles? C'est ma première question. Et puis, j'en avais une deuxième, c'est que l'argument qu'on utilise pour garder l'utilisation de ces pesticides, c'est la souveraineté alimentaire. Et on parle en fait, en général, très peu, j'ai l'impression que c'est un peu un tabou en fait, de parler de la population humaine et de limiter en fait un jour la croissance exponentielle qu'on observe. Et est-ce que vous savez s'il y a des calculs qui ont été faits sur la charge maximale en humain que la Terre pourrait avoir ou pas? Voilà, c'est mes deux questions. Deux bonnes questions très, très différentes. Pour la première, je pense qu'honnêtement, les instances dirigeantes, c'est-à-dire ici principalement l'Office fédéral d'agriculture, n'ont aucune excuse de ne pas être compétentes, mais il faut quand même avouer effectivement qu'il y a des milliers d'études. Donc, c'est tout à fait possible qu'ils ne les lisent pas toutes. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de les lire. Alors, c'est pour ça aussi que des groupes comme celui dont je fais partie, la Task Force sur les pesticides systémiques, ont fait cette compilation sur les néonicotinoïdes. On a naïvement pensé qu'on leur rendait service en faisant ça et qu'une action allait suivre. Mais non. Donc ça, c'est un niveau. Le deuxième niveau par rapport à l'éducation, c'est les écoles d'agriculture. Et là, on est pour l'instant pas, disons, on va dire simplement qu'on a beaucoup de progrès à faire. Au niveau de l'enseignement, il y a encore beaucoup d'enseignement qui s'est fait comme ça se faisait il y a 20 ans, basé très productiviste avec l'idée de vraiment limiter au maximum les ravageurs, etc. Donc voilà, ça c'est des choses qui doivent changer. Ça tient souvent à des personnes, à des mentalités qui doivent changer. Mais de nouveau, si une initiative comme la nôtre passe, il n'y aura plus de raison d'enseigner l'utilisation des pesticides de synthèse puisqu'ils seront interdits. Donc forcément qu'il y a des choses qui devront changer. Maintenant, pour votre deuxième question, la souveraineté alimentaire, je suis content que vous ameniez ça, parce que c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Il y a une étude en Suisse, un institut de recherche qui s'appelle le FIBEL, qui a une étude depuis plus de 40 ans, qui s'appelle l'étude de DOK en allemand, DOC en français, où en fait, sur une surface de champ, eh bien, il y a différents types d'agriculture qui sont faits, bio, biodynamique, conventionnel avec engrais de synthèse et conventionnel avec de la fumure de fumier de ferme, etc., qui a amené ce genre d'études comparées avec les mêmes plantes qui sont cultivées, les mêmes cultures, les mêmes rotations de cultures, et ce donc depuis 40 ans. Donc, ils ont vraiment pas mal de recul et quand ils comparent la quantité produite, donc de matière végétale, le rendement agricole qui nous intéresse, donc le produit qu'on va consommer, on est 20% en dessous en bio. Donc voilà, on produit 20% en bio en moyenne. Ça dépend des années, ça dépend des cultures, mais sur la moyenne, c'est 20% de moins. Mais un autre fait qui est intéressant, c'est que par unité de matière produite, c'est 20% d'énergie en moins dans le bio. Donc voilà, les choses sont liées, quoi. Maintenant, par rapport à la population suisse, il faut savoir que plus de la moitié des terres qui sont cultivées en Suisse sont cultivées pour produire du fourrage. Quand vous voyez un champ de maïs en Suisse, il n'y a pas, à ma connaissance, je crois, sauf erreur, on ne mange pas de maïs suisse. Tout ce maïs, il va pour nourrir des animaux. Donc, si on veut effectivement se nourrir complètement,
On pourrait le faire en Suisse. Mais les solutions, c'est de manger un peu moins de viande. Je ne prétends pas qu'il faut être végétarien. De toute façon, on a tous les herbages d'altitude sur lesquels on ne peut rien faire d'autre. Donc, déjà, rien que là, on a un assez joli potentiel de production laitière et animale. Mais on pourrait manger un peu moins de viande. Ça ne nous ferait pas forcément du tort. Il y a deux choses qui nous feraient du bien en termes de santé publique, c'est de manger moins de viande et moins de sucre. Or, il se trouve que la viande consomme beaucoup de terre. À l'échelle mondiale, il y a un article dans le Guardian qui est sorti récemment qui disait que 80% des terres au niveau mondial, terres agricoles, sont utilisées pour produire de la matière animale, qui correspond à 18% des calories ingérées. Donc, ce qui veut dire que sur 20% des terres, on produit 82% de la nourriture pour nourrir le monde. Donc, on pourrait imaginer diminuer un tout petit peu la consommation de viande et de produits laitiers. Bien sûr, dans les pays où on en mange trop, pas dans les pays où ils n'en ont pas assez. Et puis, avec ces terres libérées, on pourrait nourrir effectivement passablement plus de monde. Donc oui, surpopulation, bien sûr qu'il y en a. C'est même assez monstrueux, l'état de la planète en grande partie à cause de la surpopulation. Il semblerait quand même que le taux de fertilité dans beaucoup de pays diminue et qu'on va arriver, peut-être que je vivrai assez longtemps pour voir la stabilisation et le début du déclin de la population humaine, peut-être que ce sera un peu plus tard. Voilà, l'avenir seul nous le dira, mais oui, forcément qu'il y a des limites. Mais je pense que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on pourrait nourrir encore passablement plus de monde si vraiment on le faisait de manière totalement efficace, disons, pour nourrir la planète et pas pour consommer trop de viande ou gaspiller de la nourriture. Il y a aussi le gaspillage de nourriture en Suisse, hein. 30 à 40% de gaspillage de nourriture. Donc, si on passait tout en bio, c'est 20% de moins. On gaspille 30 à 40%. Donc, voilà, le calcul, il est assez facile à faire. Ouais, merci beaucoup pour toutes ces informations et tous ces chiffres. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces questions. Je propose que voilà, on clôture un petit peu la soirée. Après, si des gens veulent poursuivre encore les questions à plus petit comité, pour moi, c'est OK. Je ne sais pas si pour vous, Edouard Mitchell, c'est ça va, possible encore pendant quelques minutes. Si jamais, juste pour quelques annonces voilà, dans le chat, nous aurons encore plusieurs activités qui sont prévues voilà, ces prochains jours, voire mois. Le mercredi 28 avril, nous aurons une activité junior qui aura lieu au Jardin botanique de la ville de Lausanne. Une activité intitulée « Un hôtel pour les insectes » où voilà, tous les jeunes, à peu près entre 8 et 12 ans, ça peut le public cible, mais ça peut être étendu, sont les bienvenus. Et puis, le 20 mai, nous aurons une nouvelle visioconférence intitulée « Expérimenter avec l'histoire, comprendre et savoir passer par la pratique et le terrain ». Ce sera une conférence qui sera donnée par un duo de chercheurs du laboratoire d'histoire des sciences et des techniques de l'EPFL, les docteurs Simon Dumas-Primbaud et Yann Gabriel Mialescu. Donc ça, le 20 mai à 20h. Et puis, pour rester voilà, au courant de nos différentes activités, recevoir nos différentes publications et puis soutenir la Société vaudoise des sciences naturelles, eh bien, je vous invite à visiter régulièrement notre site internet. Vous pouvez revoir dans quelques jours ou partager voilà, la vidéo de cette conférence sur notre nouvelle chaîne YouTube. On s'adapte petit à petit avec voilà, les mesures sanitaires. Et puis, vous pouvez également, évidemment, devenir membre de la SVSN. On vous accueillera les bras ouverts. Alors voilà, je tiens une nouvelle fois à tous vous remercier chaleureusement pour votre participation active ce soir et j'espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.